de solidarité nationale qui va être mise en place, une initiative du chef de l'État à l'endroit des populations, mais aussi une mission gouvernementale qui est envisagée au Nigeria pour rencontrer ces Camerounais réfugiés et organiser les conditions de retour au Cameroun. Edmond Kambia, est-ce que ce sont des signaux qui annoncent une volonté du gouvernement de vouloir apaiser ces tensions-là? Ce sont des signaux forts. Il faut regretter que cela arrive avec beaucoup de retard, parce que nous sommes pratiquement à 2 années de crise qui s'est transformée en guerre civile pratiquement, et que le gouvernement réagisse aujourd'hui. On dit souvent mieux vaut tard que jamais, parce que la situation des réfugiés et des populations déplacées internes à travers le territoire est, sur le plan humanitaire, catastrophique. N'eût été la solidarité que l'on reconnaît aux Camerounais vis-à-vis de leurs compatriotes, mais aussi vis-à-vis des étrangers, je crois que les déplacés internes seraient dans des situations qu'on ne peut pas expliquer, c'est-à-dire des situations plus compliquées encore. Parce que toutes ces populations qui partent du nord-ouest et du sud-ouest pour les régions de l'ouest ou du littoral sont accueillies à bras ouverts par les populations. Pas seulement par leurs frères ou leurs sœurs qui vivent de ce côté, mais également par toute la population, parfois par des mairies. On a vu le travail au niveau de Mbanga, comment cette solidarité a été agissante. On le voit également dans la Ménois, cette solidarité elle est forte entre les populations des deux côtés, de Libialem et de la Ménois. Il faut saluer ça. Mais je dis que ce que le gouvernement va entreprendre dans les jours à venir, est une bonne chose. Mais il faudrait que cela se passe le plus rapidement possible, que ce ne soit pas un effet d'annonce, comme on l'a si souvent constaté dans d'autres situations. Parce qu'il s'agit de la vie humaine, il s'agit de la dignité humaine, il s'agit des populations, des hommes et des femmes et des enfants, surtout des enfants en bas âge et des vieillards, qui la plupart sont déplacés dans des conditions désastreuses. Et il faut le dire, il y en a encore qui vivent en forêt, dans les forêts du nord-ouest et du sud-ouest, à la lisière et à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria, qui ne sont pas prises en charge, ni par le gouvernement, ni par les hôpitaux qui se trouvent à plusieurs dizaines de kilomètres du coin, parce que même les aides-soignants, les personnels de santé ont disparu des hôpitaux, puisque aujourd'hui, ce sont des villes fantômes que l'on a à la frontière du Cameroun avec le Nigeria. Ce sont des villes fantômes. Ce ne sont plus seulement les ghost towns qui sont prononcés dans les villes ou les villages, mais les villes sont dévastées. Les populations, pour ceux qui sont descendus sur le terrain, il faut le dire, parce que j'ai rencontré des gens qui sont descendus sur le terrain, c'est effroyable. On dirait, ce sont des images que l'on voit dans des films, hein, c'est-à-dire des films imaginaires, sauf que cette fois-ci c'est la réalité, ça se passe au Cameroun, où on voit des animaux divaguer ça et là, il n'y a pas d'habitants du tout, ce sont des villes désertes, et nous sommes en plein 21e siècle. Une grave crise humanitaire qui se dessine dans les régions anglophones. Face à cela, le ministre de la Communication annonce un plan de solidarité nationale, initiative du président de la République. Maître Joseph-Claude Biliga, que pensez-vous de cette initiative gouvernementale? C'est une bonne initiative qui rentre dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui la fin de la crise. Pour moi, on est en train de finir, on est vers la fin de la crise. Il y a, je crois, le 6 juin dernier, j'ai fait un poème, j'étais dans mon bureau, et où je disais, j'aperçois une éclaircie. Et je dis, ça ne se trompe pas, il y a des signes qui ne trompent pas. Je donne 2 ou 3. Lorsque l'ambassadeur des États-Unis intervient dans ce procès, en venant, bafouant toutes les règles diplomatiques, vient dire les conversations qu'il a eues avec le président de la République et qui ne vont pas dans le sens de caresser le pouvoir dans le sens du poil, c'est rare. Généralement, ils viennent, ils disent ce qui, même lorsqu'on les tend les micros, ils disent ce qui est positif. Ils essayent de dire, parfois ils disent que non, il y a des choses qu'on ne peut pas dire ouvertement, mais là ils l'ont dit. On a vu tout ce que le gouvernement, la réaction du gouvernement. Par la suite, on a vu l'ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies qui a eu à intervenir sur le conflit au Cameroun. Après, c'est les Britanniques. Aujourd'hui, c'est Amnesty International et à toutes les réactions. Donc, on l'a vu. Vous pensez que c'est la pression internationale et on a vu le gouvernement a adopté ces mesures? Je ne sais pas si c'est seulement la pression internationale, mais il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas un pays qui vit dans l'autarcie. Nous vivons, même si on parle de souveraineté,
nous avons des accords avec plusieurs pays. Les États-Unis nous ont donné de l'hélicoptère pour combattre Boko Haram. Comprenez bien. Et ce jour-là, lorsqu'on donnait ces hélicoptères, on disait que ça ne doit pas servir pour le nord-ouest et le sud-ouest. Donc, je dis, on a vu la descente du Premier ministre à sa commission, Mafadi Moussongué, avec le compte rendu, le rapport. En d'autres temps, on n'aurait jamais dit ce rapport. On l'aurait remis au président de la République, ce rapport serait resté secret. Mais le fait qu'on l'ait publié indique quand même qu'on a recueilli de l'avis des gens. Ceux qui disent qu'il y a un grand dialogue avec qui, c'est une forme de dialogue également qui est là. Et je dis, ce qui me gêne un peu, c'est que c'est pas forcément le gouvernement qui doit prendre l'initiative de l'élan national. On l'a vu avec Boko Haram. Les Camerounais sont sentis agressés par une force extérieure, Boko Haram, et il y a eu un élan de solidarité nationale qui s'est créé de manière spontanée, où les gens ont donné à manger, ont donné de l'argent pour pouvoir soutenir notre armée. Donc je pense qu'il faut que le gouvernement amène les populations celles du nord ou du sud-ouest, à se sentir solidaires de ce gouvernement, à travers le comportement, à travers les paroles, à travers les gestes du gouvernement, et à adhérer donc à cette action-là. Parce que vous savez, nous qui avons, bon je ne l'ai pas vécu, ça c'est vrai, mais je suis d'une zone qui a connu ce genre de guerre, où on regroupait les gens. Moi, mon village a été déserté pendant des années. Mes parents sont rentrés dans mon village après 1971, après l'exécution de Rwandi. Et on était parqués dans ce qu'on appelle des regroupements. Des groupes, on disait ça ma groupe, où l'armée était censée protéger les populations qui étaient là, qui venaient de plusieurs villages. Et tout à l'heure, on l'a évoqué. Ceux qui avaient faim et qui devaient aller dans les villages récupérer, prendre le manioc, le truc, quand on vous arrêtait là-bas, vous étiez considéré comme un maquisard. Un maquisard. Donc je veux dire qu'il faut que les populations se sentent protégées. Que se sentent protégées et que ce soit cet élan de cœur qui les amène par exemple à dénoncer ceux qui sont des socialistes qui vivent parmi eux et qui protègent aujourd'hui malheureusement. Donc je veux dire que pour moi c'est une bonne chose qu'il y ait une solidarité, que nous puissions, et que la munition qui doit être faite, qui a été envoyée au Nigeria, fasse du travail, que ceux de nos frères qui sont en brousse dans les forêts et qui vivent apparemment très mal là-bas, soient mis en confiance pour qu'ils reviennent dans les villes, qu'il n'y ait plus de ces villes mortes qu'on nous montre tous les jours à la télévision. Il faut préciser qu'avant cette initiative du gouvernement sur un plan de solidarité nationale, plusieurs formations politiques ont émis cette initiative pour aller rencontrer ces Camerounais réfugiés au Nigeria afin de leur apporter de l'assistance. Cependant, le SDF peine à pouvoir mener cette initiative depuis de nombreux mois. Jean-Robert Wafo, où est-ce que vous en êtes avec ce projet? Comment vous appréciez cette annonce faite par le gouvernement? Non, mais d'abord, pas au gouvernement, il faut restituer les choses. Et cet élan de solidarité, n'est-ce pas, proclamé, parce que je vais dire proclamé, parce que j'attends encore que ce soit effectif, proclamé, n'est-ce pas, par le ministre de la Communication. Pour moi, c'est nécessaire. C'est nécessaire, mais est-ce que ce sera effectif? Et quand bien même ce sera effectif, il faudra bien qu'on nous donne le bilan financier. N'est-ce pas, il y a un élan de coup de cœur en rapport avec la lutte contre Boko Haram. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas ce que le gouvernement a fait de cela. Il n'y a eu aucun bilan chiffré. Pourtant, pour une petite affaire, une affaire moyenne comme celle de la MIDA, on a bien vu, n'est-ce pas, le gouvernement communiquer le nombre de souscripteurs, donc le montant, tout ça, machin, tout, mais qu'on nous dise, pour passer l'élan de cœur concernant Boko Haram, combien les Camerounais ont pu cotiser dans cet élan de solidarité. Bon, maintenant, il faut aussi retenir une chose, cet appel, cette proclamation vient à la suite de la déclaration, n'est-ce pas, des Nations Unies qui ont déclaré la crise humanitaire dans les deux régions. Les Nations Unies, en fin mai, début juin. Ils ont déclaré qu'il y avait une crise humanitaire dans les deux régions, du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Bon, c'est vrai, nous sommes habitués à avoir un gouvernement suiviste, qui sait bien, n'est-ce pas, qui n'a pas de vocation à anticiper, n'est-ce pas, sur un certain nombre d'événements, mais nous, au SDF, nous l'avons fait depuis la fin de l'année dernière, et même en début d'année, et même lors du dernier NEC,
nous avons toujours émis le vœu, n'est-ce pas, d'aller rencontrer les déplacés. Mais il y a eu des obstacles. Mais quels obstacles? Des obstacles, bon, au niveau, n'est-ce pas, du consulat donc du Nigeria et même de l'ambassade du Nigeria. Bref, vous savez, nous avons affaire à un pays qui fait dans la logique de compétition négative. Quand ça ne vient pas d'eux, même si c'est bien, ils vont vous faire des tacles par derrière. C'est de ça qu'il est question. Ils pratiquent régulièrement la politique par embuscade. Je dis, nous avons cotisé. Par exemple, au niveau donc... Mais vous n'avez pas communiqué non plus. Hein, non, mais si nous avons communiqué les autres, non, mais... nous n'avons pas communiqué. Non. Nous, on devrait communiquer sur votre tableau de la SDF, en fait des démarches. Non, vous que communiquer sur votre Nigeria. Non, Maître Biliga, oui. Maître Biliga, peut-être que vous étiez hors du pays, parce que je sais bien que vous voyagez trop. Non, vous voyagez le plus souvent. Vous voyagez donc le plus souvent. Je suis vos posts d'espoir sur Facebook et tout. Mais Céline Moufélé et Edmond Kamgia peuvent témoigner de ce que la presse a communiqué sur cette affaire. Parce que chaque fois que nous avons un comité exécutif régional, national, nous prenons des résolutions et ces résolutions sont transmises à la presse. La presse le sait bien. Non, mais je parle pas de résolutions. Equinox Radio. Non, mais c'est contenu dans les résolutions. Je parle des obstacles à votre... à la réalisation de vos objectifs. Mais écoutez, on est quand même en diplomatie, on ne va pas communiquer pour communiquer. Bon, nous espérions que après un premier, deuxième, troisième refus, qu'ils pouvaient au moins accéder, n'est-ce pas, à la quatrième tentative, ce qu'ils n'ont pas fait. C'est la raison pour laquelle je dis... Quels sont les motifs, justement, de ces refus qui sont exprimés à l'endroit du SDF qui souhaite se rendre au Nigeria voisin pour rencontrer ces réfugiés camerounais? Mais allez donc poser la question, vous qui êtes un excellent journaliste au consulat du Nigeria ou bien à l'ambassade du Nigeria, pourquoi ils le font? J'ai parlé de la politique par embuscade de ceux qui nous gouvernent. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est-à-dire que vous dites, ils sont dans une logique de compétition négative. Tant que ça ne vient pas d'eux, ou alors tant que ça vient de l'adversaire politique, ils vont faire des tacles par derrière. Je sais de quoi je parle, Maître Biliga. C'est un problème qui touche à la diplomatie. Et je ne peux pas. Et non, écoutez. Non, mais écoutez, je ne peux pas. Non, mais écoutez, mais quand on dit on va là-bas, il faudrait quand même que l'État mette à notre disposition, au niveau du Cameroun, un minimum donc, de protection, et que donc du côté du Nigeria, où il y a des projets, du Cameroun. Mais je dis même, des réfugiés internes, pas des déplacés internes. Mais vous ne pouvez pas aller dans ces régions. Quand on vous dit par exemple que du côté de Banga, il y a une espèce des attaques des séparatistes ou bien des bandes armées. Mais vous pouvez aller au fin fond, dans autre fond de ces régions, sans avoir une protection minimale de la part des forces de défense et de sécurité? Non, il faudrait quand même connaître ce minimum-là. Bon, je ne vais pas attaquer sur le Nigeria parce que c'est un domaine extrêmement sensible, parce que quand nous arriverons au pouvoir en octobre 2018, nous serons obligés donc de traiter avec le Nigeria. Donc c'est un problème diplomatique. En attendant cette mission gouvernementale, c'est un problème diplomatique. Jean-Robert Wafo, en attendant cette mission gouvernementale annoncée au Nigeria, il y a le président de la conférence épiscopale qui s'est rendu auprès de ces réfugiés camerounais résidant au Nigeria. Edmond Kamgia, vous avez suivi ces propos de Monseigneur Samuel Kleda lors de la fin de cette visite qu'il a effectuée au Nigeria, évoqué la gravité de la situation, l'horreur des conditions dans lesquelles se trouvent les Camerounais qui ont fui ces affrontements armés entre les séparatistes et l'armée camerounaise. Effectivement, Cédric, c'est à la faveur d'une visite pastorale dans l'une des paroisses de l'archidiocèse de Douala, notamment à Dominique Savio, à cette paroisse-là, que Monseigneur Samuel Kleda, archevêque de Douala, a, lors de son homélie, révélé la situation gravissime des réfugiés camerounais au Nigeria. Il a dit avec d'autant d'insistance, avec de l'emphase, avec beaucoup d'émotion, traduisant la réalité vivante de ce que les Camerounais qui ont réussi à quitter le Cameroun pour le Nigeria et qui sont dans des camps et qui sont pris en charge par le HCR pour la plupart de ceux qui sont enregistrés. Parce qu'il faut dire ici que tous les Camerounais qui ont quitté le Cameroun pour le Nigeria ne sont pas enregistrés. Et apparemment, ceux qui ne sont pas enregistrés seraient plus nombreux que ceux qui sont enregistrés par le HCR. Donc lorsque le HCR parle de 40-50 000
réfugiés camerounais. Donc il faut en réalité voir le double. Parce que la plupart ne sont pas du tout enregistrés, ou le triple même. Ils sont plus nombreux. C'est une centaine de milliers, sinon plus de 200 000. Dans la réalité, les Camerounais réfugiés au Nigeria. Il y en a qui ont la chance, pour ceux qui ont des membres de leur famille au Nigeria, ou alors des amis au Nigeria, qui ont pu être pris en charge par la solidarité, n'est-ce pas, africaine. Mais il faut dire ici que Monseigneur Samuel Kleda a voulu prendre ses paroissiens, les chrétiens, les fidèles à témoin d'une situation grave, qu'il faudrait que les chrétiens s'impliquent. Les chrétiens s'impliquent, les Camerounais en général, mais les chrétiens en particulier, dans ce qui se passe là, dans ce qui survient dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et je le disais tantôt, ce qui arrive dans ces régions-là commence à arriver également dans les régions de l'ouest et du littoral. Et qui sait, peut-être ce sera une troisième région francophone, entre guillemets. Parce que, faisons très attention. Quand le feu brûle dans la maison du voisin, ne dis pas que je m'en fous, tant que ça ne m'a pas touché, ça ne me concerne pas. Ça nous concerne tous. Justement, Hilaire Zipan, vous qui êtes dans la région du littoral, le gouvernement qui envisage cette mission au Nigeria et qui annonce un plan de solidarité nationale à l'endroit des populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest, confrontées déjà à une crise humanitaire. Que pensez-vous de ces différentes initiatives? Non, je pense que la politique, du moins dans son exercice noble, c'est la capacité à anticiper, surtout devant des crises pareilles. Mais seulement là, on est en train de réagir. C'est parce que justement les Nations Unies ont essayé de se saisir de ce dossier que le gouvernement camerounais, bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais il faut dire que l'occasion faisant le larron, le gouvernement, bien entendu, par le ministre de la Communication, a annoncé en grande pompe qu'il va y avoir un élan de solidarité. Mais on a vu qu'il y a pratiquement un ministre du Commonwealth qui est au gouvernement en permanence, qui devait se saisir de ce dossier et qui devait en permanence actualiser l'information sur ce qui est ce dossier. Ce qui n'est pas le cas. On peut le regretter. Comment il s'appelle encore ce ministre du Commonwealth? Bien entendu, le vice-ministre chargé de l'administration des affaires étrangères. Non, mais je bon, pourquoi c'est son nom? Donc, bien entendu. Bien. Donc, il faut dire que c'est un problème extrêmement délicat, mais en même temps qui va avoir des incidents diplomatiques. Il faut faire très attention devant cette situation pareille. Je pense que l'Église catholique commence à donner un peu le ton, à élever le ton et à montrer la gravité de la situation. Il y a eu dans les églises catholiques, je pense la semaine dernière ou dernière, un élan de solidarité de tous les paroissiens pour ce qui est de l'Ouest et du littoral, pour contribuer à ce que l'on puisse trouver les fonds nécessaires pour apporter à ces démunis qui manquent de tout et pratiquement de tout. La deuxième chose, c'est que au moment où l'on prétend qu'il y a des réfugiés beaucoup plus dans la région, bien entendu du Nigeria, il n'en demeure pas moins que la plupart des réfugiés aussi sont venus du côté du littoral. Parce que on avait bien entendu, là c'est les déplacés internes. Ouais. Vous avez qu'à voir le nombre des élèves qui ont composé pour les différents examens, qui sont où pratiquement. Vous voyez que ça a pratiquement doublé. Les chiffres ont complètement doublé pour cela. On peut se réjouir qu'au moins les enfants sont en train d'aller à l'école et que l'éducation est complètement suivie. Même si l'on peut s'interroger sur la qualité, bien entendu, de cette éducation-là. Mais aujourd'hui, nous sommes devant une autre situation extrêmement grave, pour ne pas dire gravissime. C'est que comment le gouvernement va-t-il aborder, tout en refusant qu'il y a une crise véritable, comme laisse le croire le ministre de la Communication? C'est ça le double langage du ministre de la Communication. C'est pour ça que je dis qu'il commence à avoir un disque rayé où on ne comprend pas. Y a-t-il une crise dans la zone anglophone? Oui. Le Cameroun est-il en conflit? Oui. Y a-t-il une guerre? Oui. Bien entendu, Canada, on communique en tenant compte de tous ces paramètres-là. On ne peut pas en même temps dire qu'il y a une guerre, qu'il y a un conflit, qu'il y a des bandes armées et tout qu'on sort. Et en même temps dire non, nous avons pris le pouls de la situation, nous sommes en capacité de maîtriser, nous sommes dans la disposition, nous sommes. Et au vrai sens, on s'en rend compte que les mesures prises au quotidien ne sont pas de nature à ramener la sécurité. Je vois Maître Biga tout à l'heure être suffisamment optimiste. J'en conviens. Mais la difficulté... Non, je conviens, je ne crois pas. Parce que justement, il faut d'abord accepter qu'en face, il y a un problème et qu'il faut avoir des interlocuteurs. On parle d'un débat inclusif, certes, mais il va se poser la question de la légitimité de ceux qui viendront au débat. Je prends un cas. Quand les gens vont tomber d'accord que oui, nous arrêtons, machin, nous on retrouve la sérénité, voici ce qu'on va exempter des mesures de représailles. Qui a qualité de signer cela? Qui a la qualité? Je pense que dans une démocratie comme la nôtre,
qui s'exprime par la souveraineté du peuple à travers les élections, il va sans dire que même dans les associations, il faut des élections pour que les gens puissent avoir l'authenticité de réagir. Mais là, la difficulté se trouve. Parce que, de l'autre côté, vous avez commencé à négocier avec le consortium. Qui, au vrai sens, pas vous, maître, bien entendu, je veux dire le gouvernement. Oui, alors négocier avec le consortium, mais qui, de but en blanc, un jour au lendemain, on les attaque sur des terroristes. Et du coup, il y a eu un vide devant face. Mais maintenant, ils ont du mal à reconstituer. Et moi, je suis sur votre chaîne de télévision, je termine par là. Je vous en prie. Maître Agbor, qui était venu sur la chaîne de télévision, il a été suffisamment pertinent. Il a dit que quelqu'un ne vous trompe pas. Aucun Camerounais ne veut partir au sens réel du terme. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a un problème de gouvernance profond. Et ce problème de, sur la forme ce problème de gouvernance, je vous en prie, ce problème de gouvernance remet sur la surface, je vous en prie Jean-Robert Wafo, permettez, ce problème de gouvernance souligné par les différents acteurs de la société civile de l'opposition remet au goût du jour le système de gouvernance publique au Cameroun, et la presse a relevé que le RDPC n'exclut plus l'option du fédéralisme. Pourtant, au départ de la crise, Maître Joseph-Claude Biliga, l'on a vu une du journal Cameroun Tribune, ni fédéralisme, ni sécession. C'est la position du gouvernement, et aujourd'hui, le RDPC parti au pouvoir n'exclut pas le fédéralisme. Des propos du secrétaire à la communication du RDPC dans un entretien qu'il a accordé à une chaîne française. Est-ce que vos positions au sein du parti au pouvoir ont évolué concernant ce débat sur le fédéralisme? Je parlerai pas au nom du parti au pouvoir, qui ne m'a pas délégué, mandaté pour ça. Je parle en tant que citoyen, et tout à l'heure je vous ai dit que pour moi je voyais l'éclaircie, je voyais le bout du tunnel. Et M. Zépan semblait ne pas me croire. Voilà une réponse. Vous voyez bien qu'il y a une évolution dans le langage du parti au pouvoir, entre pas de fédéralisme, pas de sécession. Aujourd'hui, le fédéralisme est possible. Or, vous savez bien qu'une bonne partie de la population du Nord ou du Sud-Ouest sont pour le fédéralisme. C'est-à-dire que la sécession, c'est quelques extrémistes, ou bien c'est également, comme je veux dire, c'est une position qui permet qu'on se retrouve sur une table de négociation et qu'on dit, ok, nous on veut faire la sécession, nous on veut être unitaire, coupons la poire en deux, allons au fédéralisme. C'est également ça. Donc si aujourd'hui il y a une évolution d'une extrémité qui était pas de fédéralisme, pas de socialisme, pas de sécession, on rentre, on dit, pourquoi pas le fédéralisme? Et moi je vais dire une chose, et pour moi, même le fédéralisme ne serait même pas forcément la solution. Si on avait appliqué la constitution, la loi constitutionnelle de 1996, avec avec cet État unitaire décentralisé avec des régions, je vous assure que ce problème ne se poserait même pas. Parce qu'en réalité, au-delà des termes fédéralisme, régionalisme, etc., c'est le contenu qui compte. Vous avez un État comme la France, qui est un pays centralisé. Mais vous allez trouver des assemblées territoriales, comme en Nouvelle-Calédonie. Vous allez trouver les dom-tom, les départements outre-mer, qui ne sont pas structurés ou gouvernés de la même manière que la métropole, par exemple. Et même ce qu'on appelle la métropole, vous trouverez que les Basques ont une certaine autonomie. Donc je vais dire que le problème, c'est pas le terme je donne un autre pays africain, la RD Congo. RD Congo, c'est un État, officiellement, c'est pas fédéral, mais c'est un État fédéral dans les faits. Parce qu'il y a, en même temps qu'il y a les députés nationaux, il y a les députés provinciaux. Moi, j'étais au Katanga, à Lubumbashi. Vous voyez, à Lubumbashi, ils ont un parlement, ils ont des ministres provinciaux. Mais on ne vous dira jamais que c'est la République fédérale du Congo. C'est une République démocratique du Congo. Je peux citer tant d'exemples. Donc, c'est pas le terme fédéralisme qui doit faire peur. Le problème, c'est de voir ce qu'on va mettre dans le contenu. Ce dont les populations ont besoin, c'est de prendre en charge leur comment je dis ça, leur développement, c'est-à-dire leur devenir, la gestion quotidienne de leur État. Le seul problème, c'est que, tel que je vois la décentralisation telle qu'elle est indiquée, avec la tutelle qui continue à exister, parce que lorsqu'on parle de décentralisation, elle existe déjà avec la commune. Seulement, vous voyez bien que la commune, il y a le maire, le préfet, qui a des autorités sur les décisions des mairies, sur les résolutions des conseils municipaux. Au niveau de la région, le gouverneur est là, qui va continuer à exister à côté du président des conseils régionaux, et qui va limiter, en fait, la possibilité, c'est-à-dire la faible d'action
du conseil régional qui devrait avoir une autonomie un peu plus grande. Oui, mais vous pouvez compléter cela avec aussi le délégué du gouvernement que vous nommez de temps en temps, qui pour chapeauter les élus, Maître Biliga. Mais vous savez, continuez, c'est un bon allant, c'est un bon discours. Le débat sur... Il est très constructif. Non, je suis en train de... Mais il faut dénoncer le délégué du gouvernement qui est nommé et qui a des abus de pouvoir sur des gens qui sont complètement élus. C'est une aberration du droit. Vous êtes un juriste. Je vous en prie, Hilaire Zipon, permettez à Maître... Je vais chuter pour il va déclasser un peu. Attends, je suis en train de dire que ne restons pas focalisés ou butés sur les termes. Fédéralisme, décentralisation. Donnons un contenu concret dans les termes. Je vous assure que si, par exemple, au niveau de la décentralisation, on modifiait la loi et qu'on donnait moins de pouvoir aux gouverneurs, plus de pouvoir aux conseils municipaux, aux conseils régionaux, le problème sera réglé. On ne parlera pas de fédéralisme, mais on sera exactement dans un état unitaire décentralisé, mais avec une vraie décentralisation. Justement, ce système de gouvernance qui suscite un vif débat sur ce plateau, Jean-Robert Wafo, sur la question, sur d'abord le jeu du langage du RDPC qui, au début de cette crise, s'est aligné sur la position du chef de l'État, à savoir un Cameroun unitaire et décentralisé, et ensuite, il n'exclut plus le fédéralisme. Comment vous appréciez ces attitudes? C'est une anticipation juste, parce que fatalement, le Cameroun sera fédéraliste. Qu'il le veuille ou pas à Yaoundé. Il n'y a rien à faire. Par exemple, pour résoudre cette crise, il faudra passer par le fédéralisme. Maître Biliga, je ne doute pas de votre bonne foi. Vous êtes un des rares, n'est-ce pas, dans le RDPC, qui, en public, essaie de dire des choses justes, des choses, et qui défend la République. Mais malheureusement, vos camarades sont des champions de l'entourloupe. Parce que, voyez-vous, tout ce que vous énumérez là, vous avez parlé de l'article 66 de la Constitution. C'est où? Où est le décret d'application? La Constitution date de 96, ça fait 22 ans. Vous avez parlé de la mise sur pied des conseils régionaux. C'est où? C'est inscrit dans la Constitution de 96, ça date de 22 ans. Et quand on parlait des compétences, quand tu prends la loi de 2004, fixant les règles applicables aux régions, les régions ont compétence sur tout, en dehors des domaines de souveraineté. On parlait tout à l'heure de la Commission nationale pour le bilinguisme et le multiculturalisme. Je rappelle qu'entre autres compétences des conseils régionaux, les conseils régionaux ont également compétence sur la promotion des langues et des cultures nationales. S'il y avait eu des conseils régionaux, Maître Biliga, le problème qu'il y a eu dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest n'aurait jamais provoqué une tectonique politique du côté de Yaoundé. Ils auraient réglé ça entre eux là-bas, entre les élus. Encore faut-il que ce soit de vrais élus. Parce que, voyez-vous, je vais même plus loin. On est dans un pays où il y a des lois qui ont été prises, il y a même des décrets qui existent. Vous savez bien, vous êtes un juriste, un décret d'application immédiate. Le Premier ministre a signé un décret en 2011, fixant les modalités de centralisation, de répartition et de reversement des impôts communaux soumis à péréquation, qui dit quoi en son article 6 alinéa 1? Sur la quote-part des centralisations communaux, alloués aux communautés urbaines, 40% doivent être reversés aux communes d'arrondissement de rattachement. Nous avons une communauté urbaine ici à Douala qui a 35 milliards. Donc ça veut dire qu'ils doivent reverser 40% de 35 milliards, soit 14 milliards de francs CFA aux 6 communes. Est-ce que vous savez, Maître Biliga, que quand vous prenez les 6 communes réunies, en termes de centralisationnels communaux, ça n'atteint pas 3 milliards de francs CFA. Je vais même plus loin. En septembre 2015, le Premier ministre a signé un décret fixant les modalités de transfert de certaines compétences par l'État aux communes en matière de commerce. Ouais. En son article 13 alinéa 1, que dit ce décret? La commune gère les matières installées sur son territoire. Ouais. Ce n'est pas appliqué. Alors vous voulez que moi, élu, ainsi que ma famille politique, croie que la décentralisation peut encore marcher? Non. Je vais vous dire, Maître Biliga, la décentralisation telle qu'elle est menée là, constitue la manne financière des fonctionnaires. Savez-vous que dans ce pays, savez-vous que dans ce pays, au seul titre de salaire fictif, on a siphonné des caisses du trésor 1920 milliards en 20 ans. Laissez les chiffres. C'est les chiffres. On peut les contester. On aurait pu développer les fonds de ce pays. Parce qu'en 97, Maître Biliga, dans le monde diplomatique, il y avait un titre et un excellent article qui était intitulé « Les identités chaotiques ingouvernables ». On faisait état de quoi? Que tous les pays africains qui ne vont pas développer leur périphérie et qui vont se contenter, n'est-ce pas, des centres,
seront sujets à des déstabilisations. Et c'est de ça qu'il est question. Avec cet argent que les gens ont détourné, puisque globalement dans ce pays, M. Biliga, vous, Dieu des précis, vous avez détourné l'équivalent au minimum du produit intérieur brut de ce pays qui est de 12 000 milliards. Non, vous voulez qu'on fasse encore confiance à votre centralisme? Il faut passer au fédéralisme. Le fédéralisme est la solution, M. Biliga. Le fédéralisme, ce n'est pas la sécession. Je veux un État que nous voulons au SDF, un État unitaire, c'est-à-dire un Cameroun, un indivisible et fédéraliste. Oui, ce n'est pas la sécession. C'est une obligation pour les Jean-Robert Wafo, je vous en prie, permettez à M. Joseph-Claude Biliga de s'exprimer sur ce débat. Jean-Robert Wafo qui estime que la décentralisation telle que pratiquée au Cameroun a échoué et qu'il faut changer ce système de gouvernance publique. Je viens de dire, d'abord, je voulais dire une chose. Il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années, quand on a commencé, un de mes célèbres confrères aînés, qui malheureusement aujourd'hui est décédé, avait dit le multipartisme c'est la solution. Je ne sais pas si aujourd'hui vous croyez que le c'est encore la solution. Il le disait avec emphase. Il a été nommé ministre de la Justice par la suite. Je vous pose la question, est-ce que le multipartisme c'est la solution? Non. Ne soyez pas comment je veux dire ça, catégorique sur un certain nombre de choses. Si vous en prie, Jean-Robert Wafo, ne soyez pas fanatique. Je vous ai dit une chose. Pour moi, fédéralisme et décentralisation, ce sont des mots. C'est le contenu qui est important. J'ai dit tout à l'heure, tel que la décentralisation est faite, elle ne donne pas, tel qu'elle est évoluée au niveau des tests, elle ne donne pas beaucoup de pouvoir aux conseils régionaux. Je l'ai dit. Avec la tutelle... Les conseils régionaux même n'existent même pas dans quoi. Comment vous parlez de... Mais je parle déjà des tests. Oui, vous parlez de conseils régionaux. Oh, mon Dieu. Je parle des conseils régionaux. Les tests sur les conseils régionaux donnent pouvoir, permet au gouverneur d'être au-dessus de la tutelle. Oui. C'est ce que je dis. On peut modifier cela. Et donner plus de pouvoir aux conseils régionaux qui n'auront pas besoin du fédéralisme, parce que le fédéralisme n'est pas non plus la solution. On a vu les pays fédéraux. Le Nigeria. Est-ce qu'il n'y a pas de problème au Nigeria jusqu'à présent? Est-ce que la guerre de Biafra est finie aujourd'hui? Est-ce que le Mende ne pose pas de problème au Nigeria? Est-ce que non, les musulmans ne posent pas de problème avec Boko Haram au Nigeria? Vous parlez de quoi? C'est pas un État fédéral? Donc, c'est pour vous dire que... Prenez le cas de la Suisse. C'est que je suis en train de dire. Je prendrais plein de cas de l'Afrique du Sud. Je prendrais plein d'exemples où il y a un État centralisé qui marche. Il y en a. Je ne parle pas de Suisse, je parle d'Afrique. Les États centralisés qui marchent très très bien, sans difficulté. Lequel? Dis-moi ceux qui ne marchent pas. Pardon? Dis-moi celui qui ne marche pas. Le Cameroun.